Salut l'équipe, se manger un mur pleine tête, ça fait rarement du bien. Demandez donc à Lady Di. Et même quand c'est au sens figuré, c'est toujours pas cadeau. Et notre Victor Wembanyama national ne déroge pas à la règle. Le rookie wall, mur symbolique que se mangent tous les joueurs de première année, fait encore cette saison très peu de prisonniers. Mais Victor et le rookie wall, c'est pas vraiment comme pour les autres. Alors oui, il y a bien un rookie, il y a bien un mur, mais un mur infranchissable, un mur ultra solide, un mur maître qui tient pour l'instant à lui tout seul les fondations de la maison Spurs. Le corps est certes un peu abîmé, les jambes sont un peu lourdes après plus de 40 matchs de saison régulière, mais pour Victor, le rookie wall, c'est un petit peu comme Sarkozy et les procès, il transpire, mais pour l'instant, il passe au travers. Un mur, c'est le début de quelque chose, c'est la base d'un projet. Et les joueurs des Spurs semblent enfin avoir compris que pour construire, il faut s'appuyer sur le mur Victor Wembanyama et que sans Bradan Plantin et Julian Champomy, la fête est forcément plus folle. Si le rookie wall est un problème pour la plupart des équipes NBA, à San Antonio, c'est une chance incroyable. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Nous sommes de retour de New York, mais pas le temps de niaiser parce que la semaine de reprise First Team est tout à fait exceptionnelle. On a eu la libre antenne lundi, on a le First Day Show aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura aussi la Coupe du Roi, on en parle tout à l'heure. Avec moi, dans le canapé cette semaine, Thomas Dufan, Arthur Sen. Comment ça va? Ça va et toi mon gars? Tuture? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réorientation professionnelle? Non, faut expliquer le contexte. Je suis arrivé habillé normalement et on dit que je suis un vendeur footlocker. Excusez-moi. C'est là en 45, c'est possible? Ah, c'est bon. Ça va, Tuture? Attends, je suis plus dans le micro, il va me gueuler dessus. Ça va, Tuture, tu étais venu la première fois Ouais. pour le retour du First Day Show, dans des chaises style salle d'attente, on s'était fait un petit peu charrier. Tu as remarqué qu'on a bossé depuis. Beau gosse, vous avez fait le taf. Après, moi, j'avais pas remarqué. J'étais très à l'aise, mais Ça, bravo c'est à vous Comme les gars. toujours. Comme Bravo à toujours. vous Il est pour aussi à l'aise l'adaptation. qu'un joueur du PSG dans une deuxième mi-temps d'un huitième aller de Ligue des Champions. Ouais, Voilà. on- Je fais un shout-out à mes gars qui ont fait une première mi-temps minable, mais qui sont bien réveillés. Oui, mais c'est pas là que ça se passe, tu sais très bien. Ah, Ça c'est se quand passera alors au mieux au retour, au pire en quart de finale. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Thomas, c'est une journée particulière pour nous parce qu'aujourd'hui, donc, First Day Show qui sera mis un petit peu plus tôt en ligne, mais surtout, c'est que dès 18h, rendez-vous sur le YouTube de la First Team et le Twitch First Team parce qu'on va suivre en direct aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, la Copa del Rey 2024. Ouais, absolument. La Copa del Rey, donc cette semaine fantastique qui se passe en Espagne chaque année. Les 8 meilleures équipes s'affrontent et il y aura du français à tout va. Ça commence avec Real Madrid Murcia aujourd'hui, du Fabien Causeur, du Gershon Yabouzélé, du Vincent Poirier pour ne citer que les Français. Et le soir, Gran Canaria affronte Valence et encore du français. Notre pote Andrew Albici, Pierre Pélos et j'ai un trou de... Comment il s'appelle notre gars de Valence? Oh la vache, notre Damien professeur Damien Inglis. Damien Inglis, évidemment. Mais oui, mon petit Damien, le buff de Damien Inglis. Voilà le bracket. Voilà le bracket à suivre. Donc, vous êtes avec nous sur les réseaux First Team et sur les chaînes First Team jusqu'à dimanche, jour de finale. Vous aimez la NBA, mais vous savez pas trop à quoi ça ressemble, la Liga Andesa et la Copa del Rey. On vous donne un petit aperçu. 6 secondes sur la position, il va trouver. Il va tout arracher, il va tout arracher. Oh, le classique putback. Gratuit. Vous l'avez compris, c'est en direct, c'est gratos et c'est sûr. First Team, rendez-vous ce soir dès 18h pour le début du premier quart de finale Real Madrid-Murcia. On est prêts les gars, on va vite parce qu'on va faire une émission à peine un peu réduite puisque vous avez compris, on a une grosse journée. Derrière, il va falloir qu'on prépare le match. Et il y aura aussi le match de 21h. Ça va être une belle journée, mais c'est pour ça. C'est la vie qu'on a choisie, Tuture. Hein. Exactement. 45, toujours, tu les as pas du coup? Non, je sais Non, pas. c'est Désolé frérot. Non. C'est exactement ça. Désolé mon frérot. Allez, on attaque avec les news. Ou le sommaire plutôt, bien sûr mon gars. Le sommaire, les news, vous le savez, on va parler d'Evan Fournier qui est de retour sur les parquets. On fera un débat autour de Victor. Vraiment le rookie wall? Pas sûr. On fera une palette sur le tir magnifique de Steph Curry, ou le système même magnifique de Steph Curry. C'était dimanche soir face aux Suns pour le tir victorieux. Et puis on finira avec le quiz comme d'habitude, où il va y avoir de la bagarre avec
avec notre ami Isaiah Stewart. Isaiah Stewart. J'espère que ça sera un peu plus bon enfant quand même. Oui, parce qu'Isaiah pas Stewart, difficile. Il a pas l'air commode, hein, notre ami. On en reparle d'ailleurs dans les news. La première news, les gars, on va parler d'Evan Fournier et que ça nous fait plaisir déjà qu'Evan Fournier se soit barré des Knicks et qu'Evan Fournier arrivé à Détroit, qui est certes une équipe, l'une des pires équipes de l'NBA, mais surtout Evan Fournier a rejoué 2 matchs d'affilée, 26 et 24 minutes, 13 points et 10 points, 25 et 26, pardon. Voilà, Evan Fournier est sur le terrain, Evan Fournier remet des points. Et à partir de rien que ça, déjà en ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle pour nous qui sommes français, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour lui. Je pense que la NBA avait peut-être un petit peu oublié que c'était un super joueur de basket. Et en 2 matchs, avec des pourcentages qu'on pourrait discuter, mais en 2 matchs, il a montré toute sa palette offensive, donc des tirs extérieurs, de l'agressivité. Et surtout, on a pu voir instantanément qu'il était en canne. Il est en canne, Evan, et après les quelques déclarations de Monty Williams, on a eu un mini doute sur son rôle, etc. Bon, il joue 25 minutes 2 fois, il sort du banc, et il est là pour scorer. Voilà, c'est une super nouvelle. Nous, on a vu l'info à New York que finalement, il n'y allait pas avoir de buy-out et que Détroit allait lui donner sa chance. Et c'est qui semble être le cas. Arthur, Détroit lui donne sa chance. Ouais, Détroit lui donne sa chance. Après, on était tous inquiets avec les déclarations du coach. Il a dit qu'il verrait comment est-ce qu'il pourrait l'insérer dans la rotation. Donc là, on peut peut-être encore penser qu'il est toujours dans cette phase de test. Je trouve que c'est plutôt concluant parce qu'il arrive quand même à apporter du spacing qui manquait à cette équipe de Détroit. Donc espérons que ça continue. Et puis c'est surtout une bonne nouvelle pour l'équipe de France en vue des Jeux Olympiques cet été parce que même si c'est un gars qui est professionnel au possible, qui s'entraîne et qui est prêt physiquement, rien n'empêche que jouer c'est le plus important et être sur le terrain. Donc rien ne remplace le jeu, quoi. On dit tout le temps ça. Exactement. Voilà, et puis tu vois, le fait qu'ils prennent pas mal de tirs sur un temps de jeu, un gros volume de tirs par rapport au temps de jeu, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'ils fassent quelques perfs et puis ça va lui redonner confiance et redonner confiance à tout le monde, quoi. Ce qui nous saute aux yeux, c'est ta raison, Arthur, c'est qu'il est prêt physiquement, mais en même temps, il s'est beaucoup entraîné. C'est ce que Evan et son clan nous ont un petit peu confié quand on était à New York, notamment à Paul Herrère, qu'on a parlé hier dans l'émission Clutch. Et c'est intéressant parce qu'on discutait avec son clan quand on était du côté de New York et on nous disait que c'était l'un des mecs qui s'est chauffé et qui s'entraînait le plus dur à New York et que même parfois son coach Tom Thibodeau, pour pas le citer, qui l'avait un peu en grippe, lui disait là il disait en fait à ses assistants et aux mecs qui coachaient Evan Fournier, il disait mais là il empiète sur le temps d'entraînement de nos joueurs qui jouent. Là, il empiète sur le temps de soins des joueurs qui jouent, etc. Il s'entraînait tellement, il prenait tellement de place que ça emmerdait un Tom Thibodeau qui l'avait dans le pied visiblement. Donc le voir finalement en forme comme ça, c'est pas surprenant parce que même au Knicks, alors qu'il ne jouait pas, il était l'un de ceux qui se maintenait le plus en forme. Donc ça veut aussi en dire long sur le professionnalisme d'Evan Fournier si on avait encore à devoir en parler, à ne pas en douter justement. L'émission Cloche est retrouvée tous les mercredis sur la Wina TV de 18h à 19h. D'ailleurs, Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le code promo FT10 pour First Team, évidemment. Le bonus 1, c'est Winamax, donc qui offre l'équivalent de ton premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 euros, pardon. Et le bonus 2, c'est Winamax qui te verse sur ton compte joueur de 10 euros supplémentaires en cash avec le code toujours promo FT10. Vous savez que Winamax nous suit dans le développement de la chaîne et c'est important aussi, important pour nous de le souligner. Pour finir pour Evan Fournier, on lui donne sa chance, mais il va falloir qu'il la saisisse assez rapidement parce que il y a de la concurrence quand même. Même si Détroit est une équipe un peu au bout du rouleau, Thomas, il y a du monde sur la corde à linge. Ouais, absolument. Il y a beaucoup de monde sur les postes, 2-3, on va dire. Jaden Ivey, Quentin Grimes, son ancien coéquipier. Hauser Thompson, qui est dans le 5 majeur. Troy Brown Jr., Marcus Sasser et Shake Milton. Alors, il y a beaucoup de profils différents. Il y a beaucoup de monde. Mais quand je vois la liste des mecs là, on n'a pas mis Cunningham, bien sûr, qui est la star de l'équipe. Il n'y a pas un gars que je trouve plus fort qu'Evan Fournier. Tu sais, ça m'a rappelé une situation à Orlando il y a quelques années, à la draft de Mario Hezonja. Tu te souviens ce qu'avaient dit les gens? Il draft un mec dans le top 10, sur le poste d'Evan, il va lui grailler quelques minutes. Evan, il avait dit, attendez les gars, moi je suis là depuis, je sais pas combien de temps il était là, depuis 3-4 ans en NBA, moi j'ai aucune crainte, je vais dominer mon vis-à-vis et partenaire d'entraînement, et puis je vais jouer. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est exactement la même chose que j'ai envie de voir à Détroit. Evan est un joueur d'expérience, connaît toutes ses qualités, et il y a aucun mec qui est plus fort que lui dans la liste que je viens de citer. Écoute, en tout cas, pour l'instant, les 2 matchs qu'Evan a joués semblent te donner raison. Allez, on va enchaîner avec une autre news, une news assez incroyable qui est tombée hier. Arthur, c'est que lors de la trade deadline, les Warriors ont tenté d'avoir LeBron James. Ils ont passé un coup de fil à Jenny Buzz pour se dire, cousine, est-ce qu'on peut récupérer LeBron James? Incroyable, non? Ouais, incroyable. Après, faudrait voir exactement le contexte parce que c'est une rumeur. Après, je sais que c'est relativement sérieux parce que c'est Vosges. Faut voir un petit peu le contexte parce que
honnêtement, ça paraît bizarre en 24 heures de faire ce choix pour un joueur de son calibre, un calibre GOAT. Ça me paraît c'est hyper surprenant. En tout cas, c'est le premier truc qui m'est venu par la tête. Et puis surtout, l'information, elle est particulière parce que tu sais que tu vas devoir envoyer du matos pour pouvoir l'échanger. Et forcément, on pense à Clay. Et forcément, on se dit on pense pas à Corey Joseph, c'est sûr, c'est ça. Et puis il y est plus. Il est plus, mais du coup c'est particulier parce que on sait que il est en instance d'une re-signature. Dans quel mood ça va le mettre? Il y a aussi la rumeur avec Draymond Green qui a via les agents essayé de faire le micmac. Donc écoute, c'est chelou. Moi ça m'a beaucoup surpris. Je pense que c'était infaisable en soi. Donc j'ai hâte d'en entendre un petit peu plus. On va voir ce que ça donne. Je t'en rejoins complètement sur le côté faisabilité du trade. Bouger LeBron, c'est un travail de plusieurs mois. Donc, sans dire que Mike Dunleavy Jr., le GM des Warriors, n'y pense pas depuis quelques temps, mais d'imaginer que ça se fasse sur une trade deadline comme ça, c'est inimaginable. Tu as raison de souligner le rôle de Draymond Green. On rappelle que Draymond Green est le LeBron sexuel le plus énervé de toute la planète. Il n'y a pas plus amoureux de LeBron que Draymond Green, ce qui est incroyable. Ils étaient encore au Super Bowl ensemble. Bon, sous-entendu, ils sont très potes. Je vais plutôt le tourner comme ça. Mais en tout cas, il a appelé Rich Paul pour dire vas-y, est-ce que ça peut se faire? Les Ginny Buss et Joe Lacob en ont parlé, les GM Rob Pelinka et Mike Dunleavy Jr. en ont parlé. C'est quand même allé assez loin. Ils se sont posé la question. Les Lakers ont dit non. Mais même Draymond Green, tu vois. Oui, moi, je suis Klay Thompson. Tu dis, gars, tu sais que je suis dans la balance à partir du moment où tu en parles. On a gagné 4 titres ensemble. C'est chelou. Tu vois, c'est chelou. Surtout qu'en plus, moi, j'étais dans la même situation contractuelle que toi. Il y a 1 ou 2 ans quand je re-signe 100 millions sur 4 ans. Donc, je sais que c'est un processus qui est un petit peu particulier. Moi, je trouve que c'est trop bizarre. Alors, effectivement, c'est son gars, il n'y a pas de souci. Mais primeur au gars avec qui t'as joué pendant 10 ans. On n'a pas eu d'infos sur ce que voulaient envoyer les Warriors en contrepartie. On n'a pas eu d'infos, mais ça paraît... il faut envoyer 50 millions en échange. Donc, il faut bien... À part Draymond Green, il n'y a que Klay Thompson qui peut... Après, il y a Wiggins aussi, peut-être. Il y a le prisme, la Lakers que vous prenez, qui est archi intéressant. Et moi, j'ai été aussi surpris que vous. Mais moi, les Warriors qui veulent faire ça au buzzer de la trade deadline, alors qu'ils n'ont rien branlé les 2 semaines avant, je trouve ça catastrophique. On sait que, moi, je le dis depuis quelques semaines, les Warriors auraient dû bouger cette année s'ils voulaient s'offrir une dernière chance de titre avec Steph Curry. En tout cas cette année, ils ont rien fait, ils ont laissé passer Siakam notamment. J'ai été très déçu un petit peu de leur non-action. Et là, d'un coup, ils tentent un coup infaisable. Mais c'est pour ça qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une info qui sort donc des meilleurs insiders, mais que personne n'y croit vraiment en fait. Enfin, je comprends pas comment il paraît que les Sixers aussi ont appelé. Les Sixers, Daryl Morey a aussi appelé. Et les Lakers ont répondu, apparemment, toujours pareil, non. Est-ce que Joel Embiid, par contre, est disponible, lui, en échange, pour répondre à la blague? Parce que ça n'a aucun sens, tout ça. On peut pas imaginer ni LeBron, ni Clay, ni Wiggins, ni Joel Embiid être dans un trade de trade deadline. Ouais, mais tu vois, encore les Sixers, moi, ça me paraîtrait un peu plus probable parce que t'as Maxi, t'as peut-être d'autres assets que n'ont pas les Warriors. Donc, bon. Moi, il y a les Lakers qui m'ont appelé, par contre, pour Arthur Sen. J'ai dit qu'il était intransférable, même contre LeBron. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Dernier truc sur LeBron, quand même important. Il a une player option l'année prochaine à 51,4 millions de dollars. Pour l'instant, il l'a pas activé. Donc, on peut aussi imaginer que LeBron parte dans la franchise de son choix, qui bien sûr pourra lui donner 51 millions de dollars la saison prochaine. Donc pour l'instant, LeBron, il y a une vraie possibilité qu'on voit avec un autre maillot. On va encore vivre un été au rythme de LeBron qui va choisir de rester ou pas. Ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé, ça m'a presque manqué d'attendre le choix de LeBron. Le choix en tout cas aussi qui a été fait cette semaine, c'est le choix du Orlando Magic de retirer enfin le maillot de Shaquille O'Neal, le numéro 32. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission Undrafted hier avec Thomas, émission que vous pouvez retrouver évidemment sur le YouTube NBA Europe et sur le NBA ID. Arthur, du coup, moi je veux avoir ton avis, j'ai eu suite Thomas. Ça arrive tard, mais ça arrive enfin quand même. Ouais, ça arrive enfin. Je crois que c'est la première fois qu'ils retirent le c'est le premier maillot retiré de la franchise. Je pense que pour les propriétaires, c'est les propriétaires qui ont le choix, qui font la validation. Je pense que c'est un choix qui est pas si facile que ça parce que tu dois être en accord entre ce que le gars a apporté, les frustrations qu'il a pu avoir, parce qu'on se rappelle que à l'été 96 quand il parle aux Lakers, en fait ils veulent pas le signer au max, ce qui aujourd'hui paraît voilà, on va pas revenir dessus. Drôle d'erreur. Drôle d'erreur quand on voit la suite. Et donc on peut imaginer qu'il y avait quelques frustrations par rapport à tout ça, et donc c'est un jeu d'ego, les gars, c'est des propriétaires qui sont milliardaires, qui n'ont pas l'habitude de ce qu'on leur dise non, etc. Et donc des fois ça peut traîner, et
On voit le cas pour Orlando avec Shaq, mais tu vois, Minnesota avec Kevin Garnett ou d'autres équipes, c'est toujours aussi chelou en tout cas les Vince Carter maillots. à Toronto. Ou Vince Carter à Toronto. T'as raison de souligner que c'est une décision de propriétaire. C'est comme les bagues, etc. C'est vraiment. Nous, on n'a pas du tout. On a moins ce prisme-là. Ouais, Alors, nous, en dans tant le que sport, fan. dans le sport, on connaît la prime, double-nous la prime et tout ça dans les vestiaires de foot. Nicolin. Loulou Nicolin, exactement. Mais c'est vrai que ce prisme de l'impact du propriétaire sur la franchise, qui donne une direction, qui donne une atmosphère à une équipe, etc., on l'a pas trop vu de France. Là, il était quand même temps, après 30 piges, enfin presque 30 ans, 28 ans qu'il est parti de la franchise, au vu de ce qu'il a représenté, etc., c'était normal qu'il soit le premier maillot retiré chez le Magic, sachant que personne n'avait eu cet honneur avant lui. Donc j'espère aussi que ça va découler sur d'autres maillots retirés pour la franchise. C'est quand même de la gueule d'avoir des maillots en haut quand tu vas dans une salle, quoi. Non, sûr. c'est clair. On rappelle qu'il est resté que 4 ans du côté du Magic. Ouais, mais il a marqué l'histoire. Ah, parce oui. que Shaq, à Orlando, tout le monde a une image, tout le monde s'en souvient. Ouais, et puis c'est lui qui a mis on pense toujours à des joueurs qui ont mis la franchise sur la carte. Lui, clairement, c'était ça. La franchise, elle est de l'expansion de 89. De 89, juste avant. Il galérait à avoir des résultats. Finale en quelques années. 95. Battre Jordan. Ouais, battre Jordan, tout ça. Donc, Avec non, le c'est 45, normal. c'est battre. Ah, il reprend le 23 dans la série, Ronan. C'est battre Jordan. Il reprend le 23 dans la série. Ah, attends. Quand tu perds le ballon, il a le 45, je crois. Non, il reprend le 23. Ben non. Sur comment, Badat. Vas-y, va regarder. Si, quand il perd le ballon, je crois que c'est reprend en cours de 45. saison. Quand il attaque à droite, là. Vas-y, va regarder tout de suite. Il crois que c'est reprend en 45. cours de série. Come on, guys. On a Ouais, je sais qu'on a le temps. Vas-y, tu regarde. fais beaucoup le Mac et je pense que je suis Le seul qui va me donner raison, c'est celui que t'as entre les mains, Erwan. D'accord. Allez, on parle de maillot justement, Thomas, le maillot retiré de Shaq Leonard, mais aussi un nouveau maillot pour le Paris Paris Basketball. Pour les copains du Paris Basketball, vous n'êtes pas sans savoir que une nouvelle arena est sortie de terre à Paris, à Porte de la Chapelle. C'est la Adidas Arena. Le Paris Basket y a joué son premier match. C'était dimanche dernier face à Saint-Quentin, une victoire de plus de 20 points. Et surtout, Paris a sorti ce maillot, ce troisième maillot que vous pouvez gagner sur nos réseaux. On va vous mettre un jeu concours là pour participer et on vous enverra 3 maillots du Paris Basketball, une équipe qui carbure bien dans le championnat de France, pardon. Et on a hâte de pouvoir y aller et kiffer cette nouvelle salle. Vas-y, Erwan, dis-moi. Ouais, je vais pas te dire, parce qu'au bout d'un moment, il y a des professionnels. Et Ah, puis, dis-moi alors, il y a cherche des pas de maillot, amateurs. cherche pas de numéro pour la Non, série alors. j'ai jamais vu ça. Oh Mais là, en tout cas, dans la série Oh face à Orlando, il a Ah, 45. moi aussi, Come on, 45. guys. Vous êtes sûr de ça? mais Vous voulez que je vérifie? Je vérifie. Mais ta gueule, je viens d'avoir les vidéos devant moi. Il est incroyable celui-là. Michael Jordan. Vas-y, continue ton émission, je reviens vers toi plus tard, t'inquiète pas. D'accord, très bien. J'ai perdu mon conduct, donc je reviens dessus. On va finir avec une dernière news qui me concerne directement, puisque il s'agit des New York Knicks. Il y a eu un match un peu curieux face à Houston cette semaine. Un match où ils ont été menés. Les Knicks sont revenus. Il y avait égalité, et puis il y a eu un coup de sifflet très curieux, voilà, au buzzer là-dessus, cette faute de Jalen Brunson sur Holiday. L'arbitre va donner 3 lancers et honnêtement, Arthur, avant de rentrer sur la démarche des Knicks derrière, c'est quand même des coups de sifflet qui sont catastrophiques. Ouais, c'est catastrophique. En fait, oui et non. Moi, je comprends les deux points de vue. Honnêtement, si Holiday c'était un All-Star en puissance, une Eurostar, allez, tu protèges les Eurostars, tu peux siffler faute. En tout cas, c'est plus ce qu'on voit. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Là, franchement, c'est archi surprenant, surtout qu'en plus c'est une Eurostar qui défend sur lui. Donc non, ouais, c'est pas trop cohérent parce qu'en fait, quand tu vois des coups de sifflet comme ça qui sont pris, on a 1 milliard d'autres exemples où justement ils sont pas pris. Donc bon, voilà. Moi, je trouve que au-delà d'aller sur le prime à la star, pas la star, moi je trouve que le basket doit toujours, les fins de match comme ça, c'est toujours les joueurs qui doivent décider et pas les arbitres. Et là, quand je vois le tir qu'il prend, en plus, il se décale dans les airs. Donc, il prend un tir qui, pour moi, n'est pas naturel. Tu peux pas donner faute là-dessus. Il y a peut-être un léger contact, mais pour moi, en plus, et c'est ce que dira l'arbitre d'ailleurs après le match, c'est que le contact n'altère pas le tir du joueur. Pour moi, c'est une faute, c'est un mauvais coup de sifflet, et surtout, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut voir dans le basket, peu importe les niveaux. C'est que là, c'était une fin de match incroyable avec des tirs pour égaliser. On veut tous voir une prolongation. Personne veut voir un Kemé prendre 3 lancers francs sur un tir Ave Maria. Ouais, non, mais je vous rejoins complètement. J'ai été, comme vous, très étonné par ce coup de sifflet et par un truc simple, c'est la réaction des joueurs. Une réaction spontanée d'un joueur dit tout d'une faute. Et Aaron Holiday, il sait qu'il n'y a pas faute, du coup, non, mais pas tête baissée, mais il siffle et tout le monde fait... Tu sais, genre, il y a un vrai moment on voit Jalen Brunson qui met 2 secondes à comprendre qu'il y a faute, il dit, mais attends, c'est un truc de ouf. Il y a personne qui, côté
Enfin, tu vois, avec les côté Rockets, avec les coéquipiers de Holiday, qui viennent en mode, oh, il y a faute. Tu vois ce truc-là. Il y a personne. Donc, il y a un gars qui a sifflé. Ils sont allés regarder. Ils ont dit, oui, il y a quand même faute. Ah, les gars, vous avez aussi le droit peut-être de revenir en arrière s'il y a un challenge. Donc voilà, je te rejoins complètement. D'ailleurs, ça allait très très loin. Il y a eu des rapports, des machins avec la NBA qui disaient, peut-être qu'on va donner raison à Onyx. Ça veut dire quoi? Ils vont rejouer la fin de match? En tout cas, rejouer des matchs NBA, c'est pas simple. Hein, non, mais surtout quand c'est New York. Non, c'est New York et Houston. Hein, c'est pas la porte à côté. Hein. Non, c'est sûr. Mais le fait de moins faire un statement en disant qu'ils se sont trompés, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à New York. Ils savent le faire, ça plutôt la NBA, revenir un petit peu sur les erreurs d'arbitrage. Mais encore une fois, pour moi, dans la philosophie, on n'est pas du tout dans ce qu'on veut voir. Que ça soit une star ou pas d'ailleurs, pour moi, sur des fins de match comme ça, on l'a vu cette année en Euroleague avec Lasvel notamment, le passage en force de Geoffrey Lauvergne contre le Bayern. Bon, bref, après, il y a toujours des gens pour nous dire qu'il y a faute parce que le règlement veut dire que. Moi, je suis pas dans le règlement. Moi, que je vois surtout, c'est que les fins de match comme ça, on voulait tous voir une prolongation et on n'a pas eu le droit de voir la prolongation. Voilà, ce qu'on a eu le droit de voir, entre autres, ce qu'on a le droit de voir par contre, c'est notre partenaire, NordVPN. Tu vas nous expliquer un petit peu, Thomas, comment ça fonctionne? Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient la chaîne et qui va nous permettre cette année de réaliser plein de projets très intéressants. On en profite pour vous montrer comment ça marche puisque beaucoup de membres de l'équipe l'utilisent déjà. Ça vous permet de masquer votre adresse IP pour éviter de se faire pirater, mais ça permet surtout à des gens comme nous de regarder certains événements gratuitement. On poste notamment avec des champions, enfin Paul et moi, hein, parce que Erwan et Tom ne sont pas concernés. Ouais, mais aussi la Formule 1, si chère à nos copains des pistonnés, en se connectant sur un service suisse ou belge. Et vous savez qu'on est des gros fans de ciné, et en se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur des plateformes françaises. Comme ça, Erwan pourra regarder pour la 20e fois Gladiator. Je sais que c'est son film préféré. Énorme offre dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe du satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef. Donc oui, Michael Jordan, pour être clair, surtout, il échange de numéro pendant la série, mais par contre, quand il perd le ballon de Nick Anderson, il a bien le 45, un partout, balle au centre. Un partout, balle au centre, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui a raison, un gars qui a tort, mais t'as raison, comme aujourd'hui, je suis très friendly, et je te fais ton un partout. C'est imbécile, celui-là, je t'ai dit, quand il perd le ballon contre Nick Anderson, il a le 45. Il y a des enfants qui nous regardent, ouais. J'aimerais que ton langage soit plus soutenu. Mais c'est les enfants qui nous regardent parleront comme nous, arrêtez les parents de vouloir croire que vos parents vont parler, vos enfants vont parler comme... C'est vraiment se justifier, celui-là. Allez. Il y en a un qui est presque, qui est pas un enfant, mais qui est pas un adulte, quoique, c'est Victor Wembanyama. On va en parler. Rookie wall ou pas? Pas sûr. Les amis, cette semaine, on va se faire un débat autour de Victor Wembanyama. Ça fait la dernière vidéo autour de Victor, c'était il y a un mois. On avait fait un bilan de son premier mois. Aujourd'hui, on est mi-février à peu près. Et il y a des petites rumeurs entre ce qu'on a vu sur les matchs, entre certains articles aux États-Unis, qui parlent d'un pseudo rookie wall. Alors déjà, messieurs, est-ce que vous êtes entre ce que vous voyez ces derniers temps sur les matchs, est-ce que vous êtes d'accord avec cette sensation de rookie wall? Est-ce que toi, Arthur, quand tu regardes les dernières prestations de Victor, depuis février, on va élargir un peu le spectre, est-ce que tu as l'impression qu'il tape dans un rookie wall? Non, pas du tout. Je trouve qu'il est en pleine progression, en pleine prise de confiance, que son équipe joue un petit peu mieux, qu'il a plus de temps de jeu, qu'il est plus régulier et qu'il est dans une progression naturelle sur laquelle on l'attend. Et donc, absolument aucun rookie wall. Enfin, il y a rien qui me fait dire ça. Alors, je suis archi surpris de voir ça. Moi, évidemment, là, on est au 15 février, donc il a sorti 2 super matchs cette semaine, dont un match historique. En revanche, on a eu la chance de le voir à Brooklyn. On a vu aussi l'enchaînement de ces 3 matchs-là où il y a eu une vraie baisse, d'après moi, de tension de Victor. On peut parler de son équipe autant qu'on veut, mais lorsque Victor est à 0 rebond à la mi-temps, qu'il a un body language où on sent qu'il y a de la fatigue, où on voit le match ensemble à Brooklyn, où je le vois avoir du mal à reprendre son rythme, son souffle, à souffrir physiquement. Alors évidemment, il est tellement fort, le gars, qu'il va avoir des moments à lui où il va être exceptionnel comme dans le 3e quart-temps où il nous a ébloui, mais il y a des moments où il était fatigué, et surtout l'après-match. L'après-match, il est très fatigué, il est exténué. Donc, Victor est un joueur hors norme. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un rookie wall quand ça dure 3 matchs? Pas sûr. En revanche, j'ai vu sur une petite semaine un joueur qui était un peu plus en souffrance physiquement. Justement, le match où on était à Brooklyn, on a eu la chance d'être en conférence de presse et et les journalistes américains lui ont posé la question sur le rookie wall. Il a répondu par rapport à ça. Il expliquait qu'il échangeait beaucoup avec Greg Popovich sur cette notion de rookie wall. Et c'est vrai que le match face aux Nets, la première mi-temps, elle peut interroger par rapport à ça. Voilà ce qu'il a dit. Je me sens bien, mais tout le corps est touché. Et le défi, c'est d'en passer par là et de faire ces efforts supplémentaires. On sait qu'on va sauter un peu moins haut et qu'on va courir un peu moins vite qu'en début de saison. Moi, je te rejoins sur la première mi-temps qu'il fait face aux Nets,
Mais par contre, le contexte du match face aux Nets, il est particulier. C'est que, mine de rien, on va y revenir tout à l'heure, il y a eu des ajustements dans cette équipe-là. C'est qu'aujourd'hui, il joue poste 5, que Zach Collins joue très peu, ou avec C'est un son rôle... backup, c'est son avec backup, un, Zach ouais, Collins. un C'est son petit, backup. donc c'est un backup, donc Il joue quand il est pas là, il a quoi. un rôle beaucoup moindre, donc ça veut dire que s'il est moins sur le terrain, il envoie moins de pastèques que ce qu'il envoie en début de saison. Moi, face aux Nets, où il est attendu, comme rarement je l'ai vu attendu cette saison, on a vu Ben Simmons, on a vu Nick Claxton lui Oh mettre... la vache. Ah ouais. Bah, tabassage. Malakoff, la grande époque. Ouais, et arbitrage, et arbitrage Canada-France. Allez-y, les gars. Il y a arbitrage où on a laissé jouer. Et moi, je trouve qu'en fait, plus que de le voir fatigué, sur une fatigue générale, je l'ai trouvé simplement... C'était le seul dans ce registre intérieur, puisque Barlow, c'est pas un genre, il a rien à faire sur un terrain de basket, et que Zach Collins, il fait une entrée minable, et il rejoue pas de la deuxième mi-temps. Il fait une entrée minable. Donc en fait, Victor, sur ce match-là, il est quasiment tout seul à l'intérieur à lutter avec deux Golgoth qui lui en mettent plein la gueule. Moi, c'est pour ça que la question autour du rookie wall, pourquoi pas, c'est bien d'ailleurs d'avoir eu son avis, mais pour moi, c'est plus le contexte de ce match-là qui l'a épuisé et qui l'a fait finir épuisé, plus qu'un état général. Ouais, d'accord, mais bon, moi j'ai parlé de 3 matchs. On peut parler, si tu veux, de la minute 2 à la minute 1 du deuxième quart-temps, mais moi je parle d'une semaine. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit, je suis allé vite dans le rookie wall, il en est sorti rapidement. Il en parle, il le sait, il est exténué. Le rookie wall, c'est d'abord de la phase physique et psychologique. Tu vois, pour tous les rookies. Psychologique, et puis peut-être qu'il s'installe d'une manière un petit peu plus importante. Tu vois, si la phase dont tu parles avait vraiment duré un mois et demi avec des chutes significatives c'est au ça, niveau le des stats, rookie wall, etc. C'est plus ça. Oui, mais bien là, sûr, on est d'accord. Là, c'était pas vraiment le cas. Et puis même là, lorsqu'il parle de corps fatigué, etc., j'ai l'impression qu'à ce moment-là de la saison, c'est pour ça qu'il y a le All-Star Game, c'est pour ça qu'il y a tout ça, j'ai l'impression que tout le monde est fatigué. Quand tu regardes la liste des joueurs majeurs qui sont blessés, c'est abusé cette année, et au final un petit peu comme toutes les années. Donc moi je trouve que la fatigue elle est normale, et j'ai pas l'impression que ça soit que tu vois qui rentre dans ce mur là. J'ai pas cette impression là. Tu vois, pour moi, s'il avait fait une semaine, 10 jours à 12 points par match, il n'est pas ce jour-là. Il n'est pas ce jour-là. C'est l'autre constat, c'est que on peut tourner autour du pot tant que vous voulez. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord pour dire qu'il y a eu un moment où il était plus fatigué, comme tout le monde, peut-être, mais on parle d'un mec. Si vous voulez, on peut parler de tous les autres joueurs de la NBA, j'ai pas de souci avec ça, on parle de Victor. Donc il y a surtout, et là c'est vraiment, j'insiste là-dessus, les 2 matchs qui sortent là, juste avant le All-Star Weekend, où il va être à Indianapolis et qu'il y a la night, etc., etc. Ça va être difficile de lire à 21h30 tous les soirs pour Victor. Et ben, moi, je mets en avant son caractère et sa force de rebond, quoi. Là, les 2 matchs qui nous sortent, alors qu'on dit qu'il est un peu fatigué, et ben, ils font partie de ces 2 meilleurs matchs de la saison, presque. Tu vois, c'est ça qui est dingue avec lui. Exactement. Ben justement, on va au sortir de ce match des Nets qui a soulevé beaucoup de questions et d'interrogations parce qu'il enchaînait, t'as raison, sur 3 matchs un peu où on le sentait peut-être un peu fatigué, les mains sur les genoux. Il y avait certaines attitudes, mais derrière, il a amené la meilleure des réponses comme il sait chaque fois faire. Il était à la Toronto, il a dit bonjour, je suis chez moi. 26 points, 14 rebonds, 10 contre, un début de match monstrueux, et Jacob Poeltl, il en a fait sa j'allais dire sa petite amino, il en a fait sa side chicks. Il l'a démonté. Comme il a démonté Gafford hier aussi. Hein. Ouais. Bah oui, bah après, il y a pas beaucoup de répondants à Toronto pour Victor Wembanyama. Après, je sais pas, moi, le match, c'est vrai qu'il est exceptionnel parce qu'il a de la réussite au contre, entre guillemets. Quand je dis de la réussite, c'est évidemment son talent, etc. Mais tu sais très bien que des fois, il y a des gars qui sont un petit peu plus naïfs, des gars qui veulent se montrer, qui n'ont pas encore perçu l'impact que pouvait avoir ce gars défensivement et qui tente des choses. Donc moi, je suis pas de ceux qui pensent. T'es pas très hypé par ces 10 contre? Non, c'est pas ça. C'est que c'est impressionnant. J'ai aucun doute qu'il va faire un quadruple-double dans un jour, et puis j'espère assez prochainement. Mais disons que en fait là, je les ai vraiment trouvés naïfs parce qu'aujourd'hui, même s'ils tournent à 3-4 comptes par match, c'est parce que les gars, ils savent que c'est une menace qui fait flipper, et dès l'échauffement, ils sont en train de regarder le phénomène, et qui ne prennent pas tous ces tirs-là. Tu vois ce que je veux dire? Jason Kidd l'a dit en conférence de presse d'avant-match hier, il a dit, on lui a parlé des 10 comptes face à Toronto, et il a dit, ils ont dû oublier qu'ils faisaient 2m23. C'est ça en fait, tu vois, c'est plus ça, tu vois, ou des gars qui veulent se montrer. C'est clair que le dernier compte qu'il met sur Dick là, c'est que l'autre, Tom Serravino à la Factory, quoi. Ouais, grave. Mais là où je te rejoins complètement, et ce qui est fou, c'est qu'il fait 3 contre à la mi-temps, donc il est plutôt bien, mais il est pas en mode record. Il a en mis 7 dans la deuxième, et tout le monde y passe. Donc Dick, vous avez raison. Scotty Barnes, il va au défi comme un fou, et Poeltl, il fait. Enfin, moi j'ai du mal parce que quand t'es un aussi fort joueur comme Poeltl, c'est un super joueur de NBA, il a référencé, voilà. Il fait tout ce qu'il fait d'habitude. Sauf que là, il y a un queumé de devant, paf, qui le plonge sur la planche. Dès le début, hein. Première action, contre, allez, 3 points dans la gueule. Oh ouais, donc la soirée va être longue. Mais moi, au-delà, il y a les 10 contre.
fantastique. Mais ce qui est marrant, c'est que 3 jours avant, on se dit alors le rookie ball, on l'a trouvé essoufflé, fatigué face au Nets. Moi, je vois un mec qui galope là. Ouais, Et d'ailleurs, les deux matchs qu'il enchaîne parce que il est excellent face à Toronto. Hier, Et Dallas, il est bon, il est ouais. très bon face à Dallas. La Première première mi-temps, il est incroyable. Et en face, il a Daniel Gafford qui est tout feu, tout flamme, tout content d'arriver à Dallas. Il a de nouveau détruit son vis-à-vis. Et puis alors sur du tir à 3 points, sur du post-up, sur de la passe. Enfin, il leur fait la totale. Et puis surtout, je vois un mec en jambes en fait. Toi, il a réussi à se ressourcer d'un coup. C'est fou, quoi. Non, mais après, dans tous les cas, ça, c'est le lot de tous les sportifs. Bien que tu sois jeune et que ton niveau de forme soit plutôt constant, tu vas quand même avoir des moments où t'es un peu dans le creux de la vague. Et l'idée, de toute manière, sur une saison de 82 matchs et plus lorsque tu fais des playoffs, c'est d'essayer d'être à peu près le plus près possible du haut la plupart du temps. Mais forcément, tu vas avoir que ton plancher soit vraiment haut, en tout cas physiquement. Après, forcément, tu vas avoir des moments où t'es un petit peu plus difficile. Il y a les conditions. Il y a des soirs où t'es moins dedans, c'est tout simplement. Donc, et puis même des match-up qui sont plus ou moins favorables, que tu sois en back-to-back, etc. Donc c'est pour ça que moi tout à l'heure j'avais un peu de mal avec la notion de Rocky Wool parce que voilà. Mais franchement, je suis pas inquiet. Quelques stats quand même sur le truc parce qu'on le dit un peu comme ça, comme si c'était normal de faire 10 contre. C'est la première fois qu'un joueur fait 10 contre depuis 3 ans. C'était Clint Capella qui l'avait fait en 2021. C'est la première fois qu'un rookie fait un triple-double avec des comptes depuis 1989, c'était David Robinson. Donc, on va souhaiter le même genre de parcours à Victor que son illustre prédécesseur aux Spurs. On va espérer qu'il n'attende pas Tim Duncan pour gagner, quoi. D'accord, mais si le Hall of Famer, ce sera quand même une bonne chose pour Victor. Donc, voilà, ça fait très longtemps. Et puis, sur la moyenne, la 20-10-3, on n'a pas vu des stats comme ça depuis Shaquille O'Neal, saison MVP 2000. Donc, on est quand même dans une saison rookie tout à fait historique. Et ce match est historique. Et on a de la chance, le gars est français. T'as raison, on est dans une saison rookie historique, mais moi j'ai quand même l'impression, et je te le dis depuis début 2024, pour moi, la bascule 2023-2024, il y a eu un changement d'état d'esprit chez Victor, déjà, dans son attitude. Et aussi, il y a eu des ajustements tactiques collectifs de la part de Pop. Moi, je vais d'abord aller sur son attitude. Il y a des trucs qu'on a vus notamment à Brooklyn, c'est qu'il met des branlées à des joueurs, notamment à Malaki Branham. Qui a mis un TikTok, là, qui a mis un petit truc, là. Bon, c'est drôle. Moi, ça me fait pas rire du tout, hein. J'ai pas vu. Vous l'avez pas vu aujourd'hui? Si tu l'as, Tom, si on peut la mettre, franchement. Il me fera jamais rire. Enfin, je sais pas si c'est capable. Dis-nous si c'est pas possible, c'est pas grave, mais. Pardon, Polo? En fait, il joue sur le fait de genre, je te fais pas de pattes, maintenant je te fais des passes et tout. Mais frère, nous on regarde les matchs, tout le monde sait que tu fais pas de passes. Et d'ailleurs, à Brooklyn, Victor lui met une branlée en lui disant, donne-moi la balle, faut que ça passe pas. Et moi, ça, souviens-toi, sur le début d'année, quand ils enchaînent notamment les 17 défaites d'affilée, je dis, à un moment donné, il va falloir que Victor prenne le pouvoir et pas que par le basket. Ça marche comme ça aussi, alors. Je sais qu'il y en a plein qui disent non, faut l'équipe. Non, mais des fois, quand à haut niveau, tu dois prendre le pouvoir, tu dois aussi prendre le pouvoir en remettant des mecs à leur place. Mais la réalité de ça, c'est qu'il faut toujours un petit peu de temps. Et que mine de rien, Victor le fasse après une moitié de saison, je trouve ça hyper encourageant pour la suite parce que c'est trop facile aussi de dire il faut qu'il le fasse, alors que le gars, il est arrivé à San Antonio il y a 3 mois, qu'il faut qu'il s'adapte à un nouvel environnement. Je disais pas, faut qu'il le fasse au bout de 2 semaines en arrivant et qu'il dise. À terme, par contre, je trouve que le faire à ce moment-là, ça y est, je disais, il va falloir qu'il le fasse. Et tu vois, et son changement en fait, je lis tout ça à juste un mec qui a joué une demi-saison de NBA, changement comportemental, parfois son body language et tout ça, mais en fait, il faut juste que lui aussi s'adapte à la NBA, au rythme de la NBA, à ses coéquipiers, au staff, etc. Et à son statut. Et aussi à son statut. Donc, en fait, j'ai pas vu un changement d'état d'esprit, j'ai juste vu un mec qui avait joué 30 matchs. Quand je dis par rapport à son statut, après Arthur, je te donne la parole, c'est que l'année dernière, mine de rien, c'était le leader de l'équipe, mais il jouait avec des darons. Avec un meneur de jeu déjà. Avec un meneur de jeu, certes, mais il jouait avec des darons. Donc, il y a plein de choses, mine de rien, qui était plus naturel pour lui, plus facile parce qu'il y avait des papas autour. Là, cette année, il n'y a pas de papa. Donc, quelque part, c'est pour ça que moi, je trouve que la manière dont il prend le pouvoir, en plus des qualités basket, je trouve ça intéressant. Comment tu vois son évolution, toi, depuis 2024? Moi, je pense que son évolution, elle est dans la lignée de l'évolution qu'il a depuis qu'il est sous le feu des projecteurs, linéaire, limite parabolique. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Thomas. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas eu un changement d'état d'esprit suite au fait qu'il n'ait pas été rookie du mois ou suite au fait que
San Antonio ne gagnait pas ou autre, je pense que il a appréhendé toute l'expérience, il a pu enfin engranger toute l'expérience d'une 50aine de matchs NBA, qui connaît maintenant un peu plus la NBA, que dans 50 matchs l'année prochaine ça sera encore mieux, de manière continue, et que en fait tout simplement il prend l'expérience et qu'il progresse. Enfin, pour moi je vois pas j'ai pas vu une cassure ou genre Julius Randle en début de saison, tu sais. Ouais, voilà, genre, du jour au lendemain il y a eu un déclic. Mais je vois pas ça. Les changements sont pas obligés d'être complètement visibles au point de complètement être schizophrène presque, tu vois. Moi j'ai vraiment eu cette sensation là, mais c'est aussi fait par des ajustements qu'il y a pu avoir au sein de l'équipe. Moi, c'est déjà plus ça. On lui a posé la question après le match face à Brooklyn, justement, de son bon début d'année 2024. Comment lui, il avait ressenti les choses maintenant que Greg Popovich l'a replacé quand même un petit peu plus au milieu du projet. Qu'est-ce qui a changé un petit peu de loin, de France? On voyait que parfois, tu n'étais pas toujours la première option en attaque. On n'allait pas te chercher. Il y a quelque chose qui a changé un petit peu sur le mois de janvier. On a l'impression quand même que il y a eu ton repositionnement, mais toi aussi quand même, on a l'impression qu'on te cherche plus directement, notamment sur cet axe panier-panier. Ouais, on essaie on explore nos options, on essaie de jouer sur nos forces, donc c'est quelque chose qui tôt ou tard sera utilisé. Et il y en aura sûrement d'autres des ajustements dans les matchs à suivre avant cette saison et les années à venir. Donc, Tutur, pour revenir par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, ils apprennent aussi quelque part à mieux l'utiliser. Mais sur les ajustements, il y a quand même eu des choses qui sont pas neutres. Ils l'ont repositionné sur un poste 5, clairement. Trey Jones, start. On met un vrai meneur. On n'aime pas son niveau, peu importe. En tout cas, on a mis un vrai meneur sur le poste. On a remis Jeremy Sohan sur un poste 4 aussi. Ça, pour moi, ça change pas mal de choses. Tu m'étonnes. Surtout que lui, il est très bon, bien sûr. Depuis qu'il est replacé. Et on arrête aussi Keldon Johnson. Sort du banc. Ça, je suis pas sûr pour Keldon Johnson, ça soit la meilleure des choses, mais en tout cas, ça, c'est un des choix que je comprends peut-être un petit peu le moins. Et puis après, il y a surtout, on l'a dit, Zach Collins qui est devenu son backup et qui a un rôle beaucoup moindre que ce qu'il avait les 2 premiers mois. Ça, c'est tous les ajustements. Et on voit dans le jeu, il en parle, et je lui en parle là-dessus, c'est cette espèce d'axe panier, c'est passes lobées. Qu'on ne voyait pas du tout au début de la saison. Et qu'en fait, qu'on voit de plus en plus. Et même hier encore contre Dallas, à mon avis, il y a une action où c'est, comme il s'appelle, le Wesley qui va le chercher sur la passe lobée, et le commentateur dit « Ah, mais ça, c'est indéfendable ». J'étais un peu là. Et je trouve que cette situation-là, en fait, elle est simple. Il n'y a pas besoin d'être Ettore Messina pour dessiner ça sur une planche. Mais cette action, ce truc, cette passe panier lobée, en fait, c'est une arme atomique déjà. Oui, après il faut essayer de pouvoir trouver les situations pour arriver à ça. Après, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, je pense que les Spurs, après peut-être le clan de Wembanyama aussi, avaient cette envie de le positionner en poste 4 lorsqu'on démarrait les matchs, justement pour lui laisser un petit peu toute cette liberté et le laisser s'épanouir. Et en fait, je pense que l'erreur, c'était tout simplement le casting à côté, le fait que Zach Collins ne soit pas au niveau sur un poste 5, et que en fait, même en le laissant Wembanyama seul en poste 5 avec du temps de jeu, il va tout autant pouvoir s'épanouir aussi loin du panier. Donc cet ajustement, je pense que c'est aussi une des clés principales de l'évolution de son niveau de jeu, avec effectivement le positionnement de Trey Jones en poste 1, qui même si c'est pas le meilleur des meneurs, en fait ça fait une sacrée différence. C'est un meneur. Mais moi, tu as raison, et le fait qu'il joue 5, on le voit dans la raquette seul, mais on le voit aussi quand même être au large. Il n'y a pas de problème. Parce que Jeremy Sohan en poste 4 peut venir apporter cet ancrage bas. Ça, c'est aussi dans l'alternance, c'est archi important. Ouais, mais absolument, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. De toute manière, ce gars-là va dominer sur le poste 5. Il ne sera jamais un poste 5 comme on imagine, nous, dans nos formations respectives, mais c'est un gars qui est amené à dominer sur ce poste. Surtout quand tu vois les postes 5 avec qui on a joué. Tu penses à qui? Mais c'est un gars qui est amené à dominer la raquette. Tu domines la raquette en étant poste 5. Même Yanis est un poste 4 qui joue comme un poste 5 avec toutes les libertés et sa polyvalence qu'il a dans son jeu. Donc, ce gars-là est amené à jouer poste 5 en attaque, parce que tu parlais d'attaque, et en défense, ça change tout. Qu'il soit poste 5, donc le premier contreur, le premier mec qui va prendre les rebonds, ça va absolument tout changer dans son influence. Et on le voit déjà dans les scouting reports de toutes les autres équipes, comme pour Rudy Gobert, l'impact de ces mecs-là quand ils sont dans la raquette à protéger les mecs, ça va changer absolument tout le game plan de toutes les équipes. Donc voilà, je pense que les ajustements, ils sont évidents, mais je crois que même les Spurs continuent d'apprendre en fait de Victor. Il y a vraiment ce truc de vase communicant, ils doivent lui apprendre des trucs, mais en même temps, ils le découvrent aussi, ça fait qu'une demi-saison, c'est absolument rien. Jouer avec un meneur de jeu, ça paraît évident. Imaginez si un jour, il trouve son Brian Shaw. On parlait du Shaq tout à l'heure.
Imagine si un jour il a un meneur de jeu qui est même pas un top meneur, mais un gars avec qui il a une relation particulière. Brian Shaw, Shaquille O'Neal, c'est une des meilleures relations qu'on ait vues. 1-5 sur un mec qui est superstar et l'autre qui ne l'est pas. Et ben le jour où il a ce gars-là qui va le trouver les yeux fermés sur des choses qu'il fait déjà, donc des appels contre appels, des je vais chercher en l'air, et ben Victor il va gagner encore 5 ou 6 points par match grâce à des actions hyper simples. Tant que Brian Shaw ne coach pas, de toute façon, tout va bien. C'est un meilleur joueur qu'un coach. J'ai l'impression. Il y a deux aspects du jeu sur lesquels je veux revenir avec Victor Wembanyama. Il y en a un, c'est son adresse à 3 points. Elle est en hausse. Alors, c'est pas parce qu'il est devenu plus adroit, c'est surtout que j'ai l'impression, Tutur, que dans sa sélection de tirs, quand même, c'est beaucoup plus propre. On se souvient que sur les premiers mois, il y avait beaucoup de tirs après 3-4 dribbles, des shoots très difficiles. Aujourd'hui, on le voit beaucoup prendre de tirs en transition, quand il arrive comme ça, là, pour le coup, comme un poste 4 sur un deuxième temps. Et puis surtout, même dans sa sélection de tirs, c'est beaucoup plus propre. Ouais, c'est beaucoup plus propre. C'est vrai qu'on a certaines images qui nous viennent en tête je vais pas dire des tirs dramatiques parce que pour lui, aujourd'hui, il n'y a pas de tirs dramatiques. Mais je pense que, effectivement, il y a cette volonté de prendre des tirs qui sont un petit peu plus propres et d'avoir une sélection qui est un peu plus soignée. On lui a beaucoup reproché d'avoir des pourcentages qui n'étaient pas au niveau de son talent et des attentes. Je pense pas qu'il se soit focusé dessus, mais en tout cas, il sait que c'est un point sur lequel il doit travailler. Et puis aussi, je pense qu'il y a pareil sur cette idée d'évolution globale, le fait d'arriver sur des terrains avec des dimensions qui sont particulières, d'arriver sur une ligne qui est un petit peu plus loin, sur des repères qui sont différents, ça demande quand même un temps d'adaptation et une 50aine de matchs, pareil, ça te permet de te remettre dedans. Je sais qu'il y a très souvent tous les internationaux, lorsqu'ils font les compétitions internationales, ils ont toujours ce temps d'adaptation sur les terrains FIBA et vice-versa lorsqu'ils reviennent. Et je pense que pour lui, quand tu as eu toute ta formation depuis que tu es U9 sur des terrains à peu près classiques, arriver sur un format NBA, ça doit quand même être bizarre. Moi, je suis jamais allé directement sur un terrain. Je sais que vous l'avez fait. C'est Airball, que c'est super dur. Là, on a eu la chance de jouer avec les gars de Sport Travel sur le Barclays Center. Ça nous est arrivé quelques fois de jouer, etc. Et gros, déjà tu forces sur tous tes premiers tirs. Parce que t'es loin de ouf. Ils sont pas naturels. Tu forces. Tu rajoutes du bras en fait. Ouais, tu rajoutes du bras plus que du airball, il y a du truc. Et puis au bout d'un moment, tu t'adaptes parce qu'on est quand même des super joueurs de basket. Par rapport à ce que tu dis sur la ligne à 3 points, j'ai vu une stat qui est ouf, c'est qu'il est pas bon sur le catch and shoot. Il est largement meilleur, mais on parle de 10 à 15 points d'écart sur son pourcentage, sur dribble, un peu dribble croisé, voire step back. Et d'ailleurs, tu le ressens dans son relâchement là contre Dallas. Il arrive à faire des trucs quand il est main gauche. Moi aussi, j'ai toujours une facilité à plus tirer, à mon niveau bien sûr, mais à être plus adroit quand je dribble et que j'amène, que je propulse un peu mon tir comme ça. Et Victor, il a exactement ça. On le voyait avec les Mets l'année dernière. Déjà, il a pas encore régler son attrapé-shooté quand je suis tout seul. Là où, par exemple, un mec de 2m20 comme Porzingis est exceptionnel dans l'attrapé-shooté en catch and shoot. Donc, dans l'évolution de son tir à 3 points, il y a aussi ça, pick and pop. J'envoie, si un jour il est très, très, très adroit là-dessus, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il préfère shooter après 2-3 dribbles. Il aime bien cadrer son défenseur. On l'a encore vu hier avec Gafford. Hier, ce qui est marrant, c'est qu'à Atlanta, le premier step back à 3 points du match, c'est pas Doncic, c'est Victor qui le met. Mais t'as raison, il aime bien cadrer ses vis-à-vis sur 3-4 dribbles et faire son step back là-dessus. Il le maîtrise beaucoup mieux que, par exemple, même sur des renversés, attraper, shooter. C'est parce que c'est un ailier dans l'âme. Ouais. On le ressent, c'est un petit dans l'âme. Et puis même, c'est des profils de shooters. On sait que, par exemple, JJ Redick, après un dribble, c'était pas possible. Enfin, il était pas super fort après un dribble, hormis les dribbles de décalage et surtout c'était du catch and shoot. Jamais en un contre, tu veux dire. Exactement, voilà, exactement. Oui. On a tous on voit tous des profils de shooters qui sont plutôt après une création. Jamal Crawford était très fort sur ça. Et t'en as d'autres, c'est vraiment après au niveau du catch and shoot. Donc je pense que c'est des mécaniques. Et lui va devoir progresser dessus, mais j'ai pas de doute que sur du catch and shoot, il va pouvoir largement augmenter ses pourcentages. Une autre stat qui elle pour le coup augmente et c'est pas bon signe, c'est les pertes de balles. Ouais. Il est à 3,5 sur la saison, il a 4,7 sur le mois de février. Ça c'est pour l'instant le vrai point noir côté Victor, mais lui qui dit qu'il est encore dans l'expérimentation de plein de choses, c'est vrai qu'on le voit parfois dribbler et tenter des passes un petit peu compliquées, mais 4,7 passes, c'est vilain quand même. Perte de balles, c'est vilain. C'est très moche. Hier dans le clutch, Rémi a axé un petit peu ce qu'il voulait dire là-dessus et comme un gros bémol. Moi, je tempère et je pondère énormément de ça par rapport à plein de trucs. Il est dans une équipe minable. Vraiment, on a vu le match contre les Nets, les gars. J'ai jamais vu autant de mauvaises passes. Vraiment, quand je dis mauvais passe, c'est tout le monde. Des passes dans l'adversaire, des passes, des trucs, des dribbles sur le pied. À un moment donné, la première mi-temps, il y avait beaucoup de Français dans la salle et beaucoup de fans de Victor. Et on avait, vas-y, vous cassez les couilles et tout. Bon, il y a deux, trois noms d'oiseaux qui sont sortis de la bouche d'Erwan, normal. Donc déjà, ça cite des noms comme ça. T'es là, non? Ok, d'accord. J'aurais pu dire Arthur, mais t'es pas là, donc c'est pas crédible. Je pondère ça aussi au fait que c'est une équipe qui gagne pas de match, donc c'est difficile, plus difficile d'être très concentré. Et puis je pondère ça parce que, en fait, tous les joueurs ne sont pas parfaits. Il y a aucun joueur parfait. LeBron, il est nul au lancer franc.
Est-ce que ça l'empêche d'être le meilleur joueur de sa génération? Non. Donc, bien sûr qu'il va falloir qu'il rectifie un petit peu parce que 4,7, c'est ça. Mais je pense que tu peux vivre en étant le meilleur de la ligue avec un vrai défaut. Yanis met pas un tir extérieur. Luka, il défend pas. On peut trouver des défauts à chacun des joueurs. Mais là, la différence des joueurs que tu viens de dire, c'est un truc qu'il peut corriger. Tu vois, moi, c'est un gars... LeBron français aussi, mais non, hein. Le lancer franc donc français. toi, tu penses qu'il est condamné à perdre des balles? Je pense que ce sera l'un de ses péchés mignons, pardon. C'est un gourmand, quoi. Voilà, ce sera l'un de ses péchés mignons. Forcément, c'est un gourmand, mais moi, tu vois, je pense qu'il peut descendre à 3 pertes de balles avec un temps de jeu plus important. Il a 4,7, c'est très très haut. Ouais, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi, ça me... Je suis pas inquiet, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'il peut largement le corriger. Ah bah oui, moi aussi. Et que peut-être dans quelques temps, on dira que c'est même pas c'est pas un de ses péchés mignons, quoi. Mais oui, non, mais je te rejoins complètement. Je dis juste que il est une équipe de naze. Il gagne pas de match. Forcément, tu te laisses un petit peu aller sur certains trucs. Donc, naturellement, quand ce qu'on va espérer de son équipe et de lui va augmenter, je suis sûr qu'il va pas perdre 4,7 ballons. Mais par contre, s'il en perd encore 2, 3 par match, je pense qu'il faudra vivre avec ça. Parce qu'il va perdre des ballons, et il va perdre des ballons dans une file à NBA, passe dans le dos comme Steph Curry. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a surtout quand tu es un joueur aussi talentueux que ça, qui est la pierre centrale de ton projet, il faut accepter les erreurs. Voilà. Tu peux pas demander à des mecs créatifs de n'avoir une marge d'erreur minime. Ça n'existe pas comme ça. Les joueurs créatifs, faut toujours laisser une part d'erreur plus que d'autres. Un mec qui est dans une mission de free and D, bah, tu vas lui laisser une part d'erreur beaucoup plus minime qu'un mec qui va dribbler, prendre 20 tirs par match, tenter des passes compliquées. Luka, tu lui laisses une part de défense, James Harden, tu oui. leur laisses tu leur laisses des parts d'échecs, d'erreurs beaucoup plus larges qu'un mec qui va juste défendre et prendre des attrapés shootés. C'est ça la règle aussi. Mais il n'y a pas de joueur perfect, encore une fois. Exactement. LeBron, il est nul au lancer franc, les mecs. C'est quand même non, Arthur. En fait, là, il dit ça juste pour dire LeBron, il est nul au lancer. Il est nul au lancer franc. C'est vrai que c'est pas sa qualité première. Non, clairement, c'est pas sa qualité première. 1 sur 2, quand faut en mettre 2 pour égaliser. J'ai d'autres matchs en tête. Frérot, t'inquiète pas, j'ai d'autres matchs en tête. C'est pas sa qualité première. J'ai un 0-2 contre Houston il y a genre 7 ans, frérot. Je m'en souviens. Mais on n'est pas là pour parler de LeBron. Surtout qu'en ce moment, quand on parle de LeBron, on en dit que du bien. LeBron qui fêtera sa 20e sélection All-Star Game, rien que ça. Pour finir sur Victor, cette année, il ira pas en playoff. Cette année, il ne sera pas au All-Star Game en tant que dans l'équipe de l'Ouest. Il n'est pas sélectionné. Mais il a un truc à aller chercher quand même, c'est le titre de rookie de l'année. Les 2 premiers mois, c'est Chet Holmgren qui a été élu rookie du mois dans la conférence Ouest. Est-ce que ça l'a piqué, Victor? Est-ce qu'il pense à ce titre de rookie de l'année? Je lui ai demandé. Ouais, attends, t'as vu, tu l'as coupé l'herbe sous le pied. Vas-y, t'inquiète. On regarde. En fait, je lui ai dit, je lui ai dit, je suis allé poser la question à Victor. Tu m'excuses si on écoute Victor. Désolé, frérot, je sais que c'est ton gars et tout. Tu t'as checké ou pas, Erwan? Tu l'as pas dit, t'as checké un peu? Voilà. De ouf. Ça va, gros? Il m'a dit bien ou quoi, là? Bien. Tu as été rookie du mois de la conférence Ouest. Au mois de janvier, tu fais un début d'année 2024. C'est clairement ton meilleur mois depuis que tu es dans la ligue. Tu n'avais pas eu les 2 premiers rookies du mois de l'Ouest. Est-ce que ça t'a piqué dans ce projet collectif qu'est les Spurs? Est-ce que ce trophée individuel, c'est un truc aussi que tu as en tête? Ouais, bien sûr. C'est parce que je le sais depuis le début et j'en suis persuadé, le meilleur moyen pour moi d'aider mon équipe, c'est aussi d'être performant individuellement. Et donc c'est des choses qui viendront naturellement et qui me tiennent à cœur. Bravo Apollo pour ce plan avec amorce de crâne chauve et vue sur Victor. J'espère qu'il va gagner le prix de la mise en scène au prochain festival de Cannes. Exceptionnel. Moi j'espère qu'il va gagner un Lion d'or à Berlin. C'est pas ça? C'est pas les comédies là-bas. Ça n'a rien à voir, là c'était très sérieux. Parce que il n'y avait pas le son. Ah oui. Les gars, alors certes, 2-1, on peut dire, sur les trophées du rookie du mois pour Chet Holmgren. Je compte pas ceux de l'Est, vous m'en voudrez pas. Mais j'ai quand même l'impression que depuis janvier 2024, Victor, il est en train de flinguer la concurrence et on va le voir en tableau. Vas-y, Arthur. On peut parler sur les tableaux depuis le temps que tu fais ce métier. Je pense que personnellement, je crois qu'il n'y a pas pour les rookies d'année, il n'y a pas de question de match minimum ou haut de 65 là pour les récompenses. Et le bilan rentre très peu en compte. Franchement, à moins qu'il y ait un renversement de situation, je le vois pas baisser de régime. Je pense qu'il va continuer à monter ses moyennes de temps de jeu qui vont mécaniquement monter tout le reste. Et je pense qu'il y a personne qui peut suivre. Franchement, pour moi, j'ai aucun doute personnellement. On parle de pseudo-rookie wall pour Victor. On voit par exemple que Chet Holmgren, ses stats sont vraiment en baisse depuis maintenant 3 semaines, 1 mois. Ouais, c'est clair. Et puis, honnêtement, on peut parler des résultats et tout. On en a beaucoup parlé entre nous. La différence d'équipe qu'il y a autour. Ça donne 1 point à Chet. Mais malheureusement, le rookie de l'année,
on essaie d'avoir le meilleur rookie, pas celui qui est dans la meilleure équipe, le plus valuable. Tu sais, ce truc-là un peu pour le MVP. Donc pour moi, il y a absolument aucune comparaison. Victor est un meilleur joueur de basket à l'heure actuelle que Chet Holmgren. Il a de meilleures stats et il a un plus gros potentiel. Pour moi, c'est vraiment le rookie de l'année jusque-là, malgré les 2 premiers mois qui ont été donnés, à juste titre ou non d'ailleurs, à Chet Holmgren. Si, moi, les 2 premiers, honnêtement, Ouais, non, mais y a pas de souci, ça m'avait j'ai pas pas de souci choqué. avec ça, hein, moi Je sais non pas ce plus, que t'en penses, Arthur, mais Non, moi, les 2 ça m'a pas surpris, mais avec l'évolution et avec toutes les frustrations qu'on voyait autour de Victor, on n'avait aucun doute que si les ajustements dont on a parlé tout à l'heure allaient être faits, ça allait monter mécaniquement, comme je disais. Donc non. Alors dites-nous dans les commentaires si pour vous Victor a déjà dead la course au Roy. Et en tout cas, on espère cette année qu'il sera rookie de l'année. Moi, je reste sur ma position. Je pense que c'est très important pour lui d'être rookie de l'année dans sa construction, déjà dans le début de sa legacy. Je pense que c'est un mec qui va aller très loin. Et si on dit mais t'auras pas été rookie de l'année, ça fera un peu tâche. Moi, je crois que lui-même l'a en tête. Clairement, quand on fait des comparaisons entre nous sur nos débats qu'on a tout le temps entre les joueurs, un rookie de l'année, ça compte. Merci. Ça compte de ouf. Merci. Voilà, on a fait le tour sur Victor Wembanyama qui nous régale évidemment, mais ce qui nous régale aussi, c'est la palette de Thomas. Et là, cette semaine, on a sorti une action, un système, mon ami. Dimanche soir, on était dans un... C'est samedi soir, Juan. C'est samedi soir. On était encore aux États-Unis. Dimanche soir, c'était le Super Bowl. Je suis décalqué on est chez Eric. on était chez Eric. Shout out to Eric, qui regarde l'émission d'ailleurs. Ouais, il regarde l'émission. On embrasse Eric. On embrasse Eric. Je sais pas s'il va comprendre parce que... Il est bilingue quand même. Kind of. Il essaye. Il aimerait bien. Comme moi, il aimerait être bilingue comme moi, j'aimerais être bilingue. Donc samedi soir, on était dans un bar sur Manhattan. On a suivi la fin de match entre les Warriors et les Suns. Et on a crié sur ce tir de Steph Curry. Action incroyable, système fantastique, sortie de temps mort. Parfaite. Thomas, ça méritait une palette. Allez, palettas comme on aime, concocté par Léo, notre monteur qui régale. Allons-y tout de suite. Donc, le match entre les Suns et les Warriors, bien sûr, je suis sûr que tout le monde a déjà vu cette action, mais on va quand même prendre le temps de se la revoir un petit peu. Donc, 112-111 plus 2 pour les Suns, il reste 3,3 secondes. C'était un bête de match, hein. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, ça se passe sur le League Pass. On regarde d'abord Steph Curry qui est défendu par Kevin Durant. Voilà, on va allumer aussi Klay Thompson qui va faire une course pour aller dans le corner là-bas. On regarde aussi l'écran de Draymond Green, ça va être très intéressant à suivre. Bradley Beal défend sur lui. Voilà, premier écran, on enchaîne. Andrew Wiggins, vient faire un deuxième écran sur le mec qui vient de faire un écran, donc un espèce de Spanish, entre guillemets. Pick de piqueur. Ouais. Tout à fait, pick de piqueur, avec Draymond Green qui va pas utiliser cet écran pour avoir la balle. Non, pour enchaîner encore une nouvelle cascade d'écran sur notre ami Steph Curry. On change l'angle, parce que la passe va être importante. L'écran de Draymond Green, Stephen Curry qui donc se prépare à sortir. Là, la défense va être obligée de switcher. Bradley Beal va remonter sur le terrain. Il sent bien le coup d'ailleurs, Bradley Beal. Et là, Podziemski va être obligé de faire une passe un petit peu décalée. Sur le moment, on se disait, wow, elle est horrible la passe. Mais en fait, c'est parce qu'il voit Bradley Beal qui arrive pour jouer l'interception. S'il l'a fait direct, c'est interception. Et là, la passe donc est un peu externe. Et puis là, toute la défense est battue, bien sûr. Et Steph va faire un truc. C'est pas beaucoup au NBA à être capable de le faire. Il voit l'espace plutôt libre. Il voit le tir à 3 points pour essayer de repasser devant. Et là, c'est le génie de Stephen Curry qui est à l'œuvre. Incroyable système, cascade d'écran de haut niveau dessiné par Steve Kerr. Bravo Léo déjà pour le montage et les différents angles. Moi, ce qui me plaît avant tout, avant le tir de Steph Curry sur lequel on va revenir, c'est comment libérer un joueur pour aller mettre un écran clean au joueur qu'on va aller chercher. Oui. Donc j'aime bien j'aime beaucoup le leurre de Klay Thompson tout de suite, mais le jeu d'écran entre Wiggins et Draymond Green pour directement se retrouver sur une situation finalement à la fin simple avec un écran et une remontée, mais ils ont causé des problèmes à Bradley Beal notamment et à la défense des Suns par ce jeu à 3 comme ça d'écran. T'as raison de souligner ça. J'ajoute aussi que comme il y a 2 points d'écart, on a vu beaucoup de systèmes qui commençaient pareil, qui finissaient par exemple avec une balle lobée, tu sais, pour aller chercher seulement 2 points. Mais en parallèle, tu sais qu'il y a Steph Curry et qu'ils vont tout faire pour que Steph Curry ait la balle, sachant qu'il est magnifique dans le match. Donc il y a tout ça, tous ces paramètres à prendre en tête, et je te rejoins complètement. Ce qui est fabuleux là-dedans, c'est surtout l'enchaînement de mouvements de Draymond Green. Et le timing. Et bien sûr, et le pace de cette action, parce que sans timing, tu passes pas. Et la défense est pas mauvaise des Suns, c'est juste que quand il y a un enchaînement d'écran, faut être très très bon dans la communication. Et même là, en l'étant, ils sont quand même fait avoir avec un tir de très haut niveau. Tu tires ton regard sur cette action, sur la récitation du système. Je pense que le système, effectivement, il a bien été récité, mais je trouve qu'il y a un petit peu d'improvisation quand même à la fin, parce que la passe, elle est un petit peu décalée. Je pense que peut-être la réception de Stephen Curry devait peut-être pas être aussi haute, mais en tout cas, en l'occurrence, ils y arrivent. Et puis, comme tu dis, une fois qu'il a la balle, qu'il a 1 mètre d'avance, il peut prendre son tir. Et en plus, Bradley Beal, c'est pas le pire des défenseurs, donc bravo à lui.
Mais là, pour moi, il est sur la ligne de passe. Podziemski, t'as raison, il y a de l'improvisation. Parce que le système, il est parfaitement exécuté, mais que finalement, si moi, il fait une passe directe à Steph Curry. Interception, gros. Bien sûr. Donc, il va trouver cette espèce d'angle pas cadeau. Et derrière, Steph Curry, ce qui est fou, c'est qu'au moment donné où il attrape, tu le sens. Il peut presque faire un petit dribble se rapprocher. Clairement. Mais à partir du moment où il a la balle, tu sais que dans sa tête, il dit, les gars, c'est trop tard, c'est fini, c'est gagné. Et là où ce qui est trop bien avec Steph Curry, c'est comment il arrive à prendre, on parlait d'impulsion un peu tout à l'heure, sur la passe à rebond, il prend de l'élan comme s'il sortait d'un écran en fait. Tu vois, son gauche-droite, il est bien comme ça, bien aligné. Bon, après, c'est Steph, 9 mètres, ça lui fait pas peur. Et la célébration régale parce que je sais pas si vous avez remarqué, au début, il a joué un petit peu facile, et puis en fait, il se dit, putain, j'ai mis un plat de panier. Et là, il s'élève. Il me régale, Steph. Voilà, l'exécution, toujours, c'est important d'être bien vigilant sur les temps morts, de bien faire ce qui est demandé sur la plaquette. Et puis l'improvisation, parce que la passe de Podziemski et le tir de Steph Curry, ça, c'est des trucs qu'on peut pas dessiner sur les plaquettes. Du talent. Il faut du talent aussi, pour faire la passe et le tir. Il faut des soldats, Wiggins, Draymond Green, et puis derrière, il faut des mecs qui ont du talent avec notamment Steph Curry. Voilà, on voulait vous faire cette palette fantastique parce que nous, samedi soir, on a crié dans le bar. Tout le monde s'est retourné d'ailleurs. Mais ça, on a eu, attends. Et pourtant, la musique était forte. La musique était très forte, trop forte d'ailleurs. Faudra leur dire à l'Iron Bar, casser les oreilles, merde à la fin. Allez, on s'arrête là pour la palette de la semaine. On va aller dans le quiz. Je crois qu'il y a des Kelfak et je crois que la dernière fois, tu t'es fait botter, Arthur. Vrai ou faux? De pas beaucoup, ouais. Non, il y a pas beaucoup. Il y a pas un point, frère. Erwan, arrête. Allez, enchaîne. Viens t'asseoir. Je te laisse aller dans l'arrière-boutique voir s'il me reste du 47 et puis on se retrouve sur les quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et aujourd'hui, il y a tuture. Et quand il y a tuture, c'est très sérieux. Il y a Kelfak, évidemment. Non, c'est très sérieux parce qu'il a gagné le dernier Qui suis-je. Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai parlé un peu là en off. Il est très remonté parce qu'on fait que le vanner sur son flow. Je sais ce que c'est, Arthur. Mais le problème d'Arthur, c'est qu'on peut pas le vanner sur son flow parce que tout lui va. Parce qu'il est très beau. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Vachement, ça. Fraîchement célibataire en plus. Dr. Tang. Dr. Tang. Bon, j'ai fait les Kelfak. J'ai demandé à Thomas Dumas, il régale à chaque fois sur les Kelfak. On l'embrasse à Chalon. Il nous a fait 20 Kelfak. Comme ça me fait penser à Erwan qui nous a invités pour un match à Chalon en mars. Pour un maillot. No thanks. À Chalon-sur-Saône. Qui est passé par Chalon-sur-Saône, Clint Capella. Voilà, je vous le donne. Ok. Et un autre joueur NBA est passé par Chalon-sur-Saône. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit y aller. Allez. C'est sa remise de trucs. Un autre joueur NBA est passé par Chalon-sur-Saône. Il est déjà passé chez First Team. Formé là-bas et tout. Eh oui, c'est Falocha. Comment tu dis? Stéphane Chat. C'est pas le chat. C'est faux là. Ah, allô. C'est pour ça qu'on doit y aller. Il avait des Air Max au pied. Ouais, c'est faux. Allez. C'est fou là. Vous êtes prêts pour le Kelfak? Pas beau ce soir. Je rigole, allez. Très dur celle-là. Allez, c'est parti. DeAndre Jordan. Texas. Allez, c'est Texas AM. Texas AM. Point pour moi. Texas AM. Texas AM. Il a dit bravo l'autre. J'étais pas prêt. Moi non plus. David West. Xavier. Oh putain, c'est Arthur. Tu l'as dit? Un partout. Andrew Wiggins. Kansas. Voilà, je suis mauvais. Allez Thomas. Tobias Harris. Tennessee. Oui. Tennessee. Terence Ross. Washington. Allez, 3-2. Oh, je suis trop fort, je dis n'importe quoi. Je suis chaud là. On souffle un peu et on va sur Kevin Willis. Wow. Je sais pas du tout. Il en met des petits durs, il a le droit. Michigan State. Ah ouais. Richard Jefferson. Arizona, bien joué. Le 4-2. Gary Harris. Michigan State. Égalité. C'est une égalité. 5-3. Mitchell Robinson. Louisville. Putain, ça m'a fait. Non. Mitchell Robinson. Mitchell Robinson. Ah, c'est une petite fac. Attends, Mitchell Robinson. Non, c'est une petite fac. À l'ouest. Moi, je l'ai pas. Je vais pas la trouver. Western, Michigan. Kentucky, tu vois. Domantas Sabonis. Gonzaga. Aïe, attention, il y a un petit break. 6-3. Paul Millsap. Louisville. Non. Paul Millsap. Non, je l'ai pas. Attends. LSU, non? Louisiana Tech. Putain, presque. DJ Redick. Duke. C'est de 2, égalité. Allez, oui, 6-4. 6-4-1. Zach Collins. Gonzaga. Oui. Hassan Whiteside. Ah putain, il était il était dans l'actu là. Hassan Whiteside, on en parlé, tiens. Non, ça va aller. Hassan Whiteside, il était en violet. C'est une enceinte. Rose. Une enceinte Marshall, dommage. Ah oui, Marshall. Luc Richard Mba Amouté. Allez, je prends, je remonte. Il en reste 4. Je peux remonter à Erwan. Quincy et ici. Baylor, bien joué. Il y a pas longtemps, bravo. Il y a plus que 2 points d'écart. Quoi 2 points?
Ouais, c'est ça. Ok, alright. Cole Aldridge. Cole Aldridge. Kansas. Oui. Putain. Oh la vache. Il n'y a plus qu'un point, craque pas, s'il te plaît. Ah ouais. Et attends, il en reste combien? Un seul. Tyus Jones. Duke. Oui, Duke, viens, tuture. Baiser sur un Duke. On peut pas finir les derniers sur Duke. Ah ouais, c'est le game. Il a la haine. Bien mon tuture. Une petite main là. Ouais, j'ai la main gonflée. Bonjour. C'est ma main la plus forte. J'ai rien sur moi. Bravo, par contre, on peut dire, on est très mauvais joueurs, mais quel plaisir les fans. T'as été bon. Non, j'ai pas été bon, frère. Si, tu sais bien. J'ai pas été bon, je disais tous, il faut que je le dise plus vite à un moment donné. Il connaissait les joueurs. Voilà, ça, le mec qui comprend rien, tu sais. C'est dit. Allez, vas-y, joue. On va sur le qui suit. Rougis, hein. Moi, parce que depuis que t'es amoureux, t'as changé de façon. Oh là là. Amoureux du basket. On envoie Jean-Pierre, son nouvel amoureux. Son nouveau compagnon. Et mon colocataire. Allez, joue, là, allez. Je suis né le 18 mars 1987. J'ai donc 36 ans. Et j'ai joué pour la dernière fois sur les parquets NBA un soir de décembre 2021. Dans ma carrière, j'ai connu 7 franchises, sans jamais remporter de titre. Mais, commençons par le commencement. Je fais partie de ces rares joueurs à avoir sauté la case université. Oh. Dans mon lycée à Dallas, je suis un très bon joueur. 23 points de moyenne sur l'année avec 11 rebonds et 3 passes. Ne vous trompez pas, je ne suis pas un intérieur. 1m98 à ma dernière mesure. Après que mon lycée retire mon numéro 34, le deuxième maillot retiré par mon lycée après celui de Larry Johnson quand même, je m'engage à jouer pour l'université de Texas si je ne suis pas sélectionné au premier tour de la draft 2005. J'ai menti, puisque je suis sélectionné au deuxième tour de cette draft par le Jazz et je choisis de vivre l'aventure NBA. Pardon. Hein? Attends, quoi? Chut, oh, attends. Donc 2005, je débarque à Utah. Je resterai longtemps. Non, il a joué à la fin. Je resterai longtemps dans l'Utah. Cette saison pour être précis. Et au fil des années, je gagnerai ma place. Stevenson. Non, dans le 5 majeur. Deshaun Stevenson. Chaque phrase, là, je prends. Allez, quand j'arrive au Jazz, j'ai à peine 18 ans. D'ailleurs, je suis le plus jeune joueur de l'histoire de la franchise. Quoi? C'est quoi ça? L'adaptation est pas simple. Mon coach, Jerry Sloan, pas tendre. Sloan. Oh, pardon. Je pensais à Peter et Sloan. Ouais. Il dira d'ailleurs lors de... Pas dans le Beaujolais. Il dira d'ailleurs lors de ma saison sophomore, je m'en fous de savoir s'il a 19 ou 30 ans, il doit monter son niveau, on ne peut pas lui mettre une couche la veille et un jockstrap le lendemain. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Ouais. Je prends cette interview comme une motivation. 4 ans après mon arrivée dans la ligue, je suis titulaire aux côtés de Deron Williams et j'inscris 9 points par match. What? L'année suivante, je progresse en play-off. On élimine les Nuggets au premier tour des play-offs 2010. Avant de se faire sweeper par les Lakers. Sur les 2 séries, je tourne quand même à 14,4. En gros, je l'ai pas du tout, c'est terrible. La saison d'après, je prends le rôle de 6e homme. Un rôle qui me correspond bien. Je sors du banc pour mettre des filoches à 3 points. J'en marque 7 un soir de novembre 2010. Oh la vache. Mon record à l'époque. Daniel Marshall? Non. Quelques mois plus tard, c'est mon record de points que j'explose. Avec 40 puntos contre Minnesota grâce à ma papa de gauche. Mon record à 3 points ne va pas tenir longtemps puisque je bouge. Mobley? Non, mais non. Ah, tu penses à Peterson, non? Non. Ah non, pas du tout. Mon record à 3 points ne va pas. Oui, Mo Peterson, non? Non. State, ouais, rien à voir, t'as raison, rien à voir, Erwan. On se reconcentre. Je suis stressé aussi. Oui. Là. Mon record à 3 points ne va pas tenir longtemps puisque après Utah, je bouge à Cleveland. En 2012, je réalise un match à 10 3 points. Mais pas de playoff avec les Cavs. Il faudra attendre ma prochaine équipe. Après le Jazz... C'est pas Alonzo G? Non. Oh, je l'ai, putain. Après le Jazz et Cleveland, j'enfile mon numéro 0 avec les Indiana... CJ Miles, bravo. Avec les Indiana Pacers, bravo. Oui, Thomas Dufort, tu es revenu dans le game. Pas de fac, shooter. Oui, c'est vrai que le Jazz. CJ Miles, putain, c'est mon meilleur ami, lui, merci. Et voilà. Bravo, très bien, CJ Miles. Qui était un gros soldat de Paul George. Après Indiana et tout, ouais. Voilà. Bravo, mon Thomas. J'ai pas de micro, rends la main et donne rendez-vous. Donne rendez-vous 18h pour ceux qui regardent l'émission tout de suite, là, c'est à 18h le jeudi. Sinon, jusqu'à dimanche, sois avec nous pour la Copa del Rey. Jeudi, aujourd'hui, là, 18h et match ensuite à 21h. Vendredi, pareil, 18h, 21h. Samedi, les demi-finales et dimanche, la finale. Allez sur nos réseaux, il y aura tous les horaires et les liens pour nous suivre, les amis.